Chers amis de DTV, bonjour. C'est votre émission Parole aux femmes présentée par Bibiche Matundu désormais. Aujourd'hui, nous avons la présidente de collectif Drépanocytose, une grande dame, une combattante, une vraie battante par rapport à sa maladie. C'est Mimi Mitieni. Mais qui d'autre qu'elle-même pourrait mieux parler d'elle? Alors je vais la laisser se présenter. Bonjour Mimi. Bonjour Bibiche. Alors présente-toi pour nos internautes qui ne te connaissent pas. Qui est Mimi Mitieni? Bonjour à tout le monde. Donc je suis Mimi Mitieni. Je suis congolaise d'origine et je suis licenciée en droit. Donc je suis l'aînée d'une fratrie de 3. Je suis née en Kinshasa et on est venu en Belgique en fait avec mon père dans les années 80. Mon père avait une bourse d'études pour finaliser sa thèse de doctorat. Et donc j'ai passé mon enfance en Belgique et puis on est retourné au Congo dans les années 90. Mais bon, ça n'allait pas. Donc en 2009, je suis revenue en Belgique. Je suis revenue en Belgique, mais entre-temps, bon, j'ai quand même terminé des études de droit au campus, à l'INKIN. Et j'ai travaillé aussi au cabinet du Premier ministre, toujours à Kinshasa. Donc je suis arrivée pour des raisons médicales. Donc depuis 2009, je suis ici pour raisons médicales en Belgique. Et bon, n'ayant pas encore de situation stable, administrativement parlant, je me suis lancée donc dans l'associative. Et depuis, donc, je me bats pour sensibiliser les gens sur la drépanocytose. Voilà. Alors, vous avez déjà dit de quoi vous souffrez. Drépanocytose. La drépanocytose, qu'est-ce que c'est? Parce que moi, personnellement, j'entends parler de drépanocytose et vulgairement, on appelle souvent anémie SS. Mais on ne sait pas vraiment de quoi on parle. Alors, est-ce que tu pourrais nous expliquer qu'est-ce que c'est que la drépanocytose? Oui, donc la drépanocytose, communément appelée anémie SS chez nous, les Congolais, c'est une maladie génétique du sang. Donc, génétique, ça veut dire c'est transmis par les 2 parents à l'enfant. En fait, c'est une déformation des globules rouges. Les globules rouges, chez une personne normale, elles ont la forme ovale. Tandis que chez les drépanocytaires, les globules rouges sont déformés. Et les globules rouges jouent un rôle très important dans le corps humain parce qu'ils transportent l'oxygène. Or, ils transportent l'oxygène dans les veines, dans les vaisseaux. Quand un globule rouge est ovale, il circule facilement dans les veines. Mais chez le drépanocytaire, il a la forme d'un croissant. Donc facilement, ça s'accroche dans les veines et ça forme des bouchons. Ce qui fait que l'oxygène ne peut plus passer dans le reste du corps. L'apport en oxygène n'est plus effectué correctement dans le reste du corps. Et c'est là qu'il y a des crises. Donc, ce qu'on appelle des crises, c'est l'oxygène qui ne passe plus très bien dans le corps et ça fait des douleurs. Bon, et des douleurs alors très atroces parce qu'on a comparé ces douleurs, c'est 10 fois les douleurs de l'accouchement. Et ça, c'est l'un des symptômes de cette maladie. Mais il y a aussi d'autres symptômes, c'est la baisse de sang. Donc la baisse de sang, l'anémie. La personne drépanocytaire doit donc souvent être transfusée. Il y a aussi d'autres atteintes d'organes, donc la rate, la vésicule biliaire, le foie peut être touché. Il y a aussi les os, donc des os qui s'abîment, quoi, hein, qui se disloquent. Et c'est là où on peut voir une personne qui doit être opérée pour porter une prothèse. Donc ça s'appelle de nécrose. Nécrose de hanche, nécrose de la tête fémorale. Et vraiment, le symptôme le plus dur, le plus aigu, c'est l'AVC aussi. Donc c'est vraiment une maladie très lourde et handicapante. En Afrique, elle n'est pas prise en charge comme il faut. C'est pour ça que vraiment, elle décime beaucoup de population. Tandis qu'ici en Belgique, bon, il y a une bonne prise en charge, mais jusque-là, il n'y a pas encore de remède. Avant, c'était une maladie orpheline, hein, mais aujourd'hui, elle est passée, par exemple ici en Belgique, à 2 naissances sur 2000. Donc ça devient une question de priorité de santé publique, quoi.
Donc ce n'est plus une maladie orpheline, c'est la première maladie génétique au monde. Parce qu'elle touche plus de 50 millions de personnes au monde. Donc c'est un peu ce que je peux dire sur la drépanocytose. Et aussi autre chose, les gens pensent que c'est une maladie des Noirs. Ce n'est pas seulement une maladie des Noirs. C'est la question que j'allais vous poser. Est-ce que c'est juste la drépanocytose ne touche que les Noirs, que les Africains, ou c'est une maladie mondiale que même les Asiatiques, les Européens aussi peuvent en pâtir? En fait, la drépanocytose, elle est retrouvée dans les pays susceptibles d'avoir la malaria. Parce qu'au départ, en fait, c'est les autochtones qui ont été victimes de la malaria quand la malaria commençait à sévir. Ça décimait les populations parce qu'il n'y avait pas encore de remède, donc on ne sait pas c'est quoi. Et bien, les autochtones qui survivaient à la malaria, c'est ceux dont leur sang avait fait une mutation. Donc, c'était la mutation du gène, en gène S, responsable de la maladie de la drépanocytose. Donc, les autochtones qui avaient, c'était une sélection quoi. Les autochtones qui avaient ce gène S, ils étaient protégés contre la malaria. Mais bon, à la longue maintenant, ceux qui avaient ce gène, donc ils étaient porteurs, en se mettant ensemble, pouvaient mettre au monde une personne avec les deux gènes, donc une personne malade. Ça n'a rien à voir avec le groupe sanguin ou les rhésus positifs, négatifs? C'est vraiment tout autre chose. C'est vraiment autre chose. Pour savoir si on est porteur de ce gène, il faut faire le test, juste une prise de sang, mais il faut demander l'électrophoreuse. Donc c'est l'électrophoreuse, c'est cet examen qui peut déterminer, vous dire si vous êtes porteur de ce gène-là. Maintenant, les gens qui ont ce gène, ils peuvent ne pas se connaître, ils peuvent ne pas être conscients qu'ils ont ce gène en eux. Donc, d'où vraiment l'importance du dépistage. Le dépistage se fait, voilà, facilement. Vous allez à l'hôpital, vous demandez, voilà, je voudrais savoir si je suis susceptible de porter le gène de la drépanocytose. C'est une prise de sang, vous demandez l'électrophoreuse et on vous met au courant de votre état. Parce que le commun des mortels, hein, les gens en parfaite santé, ils se disent non, moi je suis A, je suis O. Voilà, donc vous pouvez être du groupe O, mais avoir ce gène-là, vous pouvez être du groupe AB+, et porter le gène. Des personnes, donc on les appelle les porteurs sains. Et ça, il y en a beaucoup. Il y a vraiment plus de 45% de la population qui peut être porteur. Donc cette maladie, donc, elle se retrouve en Italie, en Inde, en Chine, en Grèce, toute la ceinture méditerranéenne en fait. D'accord, donc dans les pays chauds, on peut dire, dans les pays tropicaux. On retrouve cette maladie. Donc, ce n'est pas seulement en Afrique, aux États-Unis, dans les Antilles, donc toute cette population a le gène de la drépanocytose. Oui. Et alors, ça c'est la définition en général, n'est-ce pas, de la maladie. La définition selon vous, selon votre vécu, qu'est-ce que c'est pour vous cette maladie selon vous? En tout cas, selon moi, la drépanocytose, voilà, c'est une maladie que personne ne demande de naître avec cette maladie. C'est une maladie, voilà, méconnue, donc les parents ne savaient pas qu'elle existait. Bon. On est avec cette maladie, c'est un combat tous les jours. C'est un combat pour rester en forme, c'est un combat pour se lever le matin parce que c'est dur de vivre avec cette maladie. Hein. Mais quand on est soutenu, quand on a de la famille, les proches qui sont là à vos côtés et qui vous boostent, vous pouvez mener une vie normale. Et surtout s'il y a une bonne prise en charge médicale, sociale, que vous avez une vie dans l'hygiène, quoi, vraiment une bonne vie, un bon style de vie, vous pouvez facilement vivre normalement, quoi. Avec cette maladie. Ce n'est pas une fatalité à la longue, mais il faut être dans les bonnes conditions maintenant. En Afrique encore, c'est risquant, c'est vraiment handicapant. Et ça peut vraiment être voilà, des sources de... Parce qu'en Afrique, les gens qui souffrent de cette maladie sont marginalisés. Hein, donc on les considère vraiment comme... voilà. D'ailleurs, on les surnomme Akufalobi, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler. Oui. Et, mais ici en Europe, franchement... je connais des personnes drépanocytaires qui ont plus de 60 ans, hein, 65 ans, qui sont parents, hein, mères et tout, qui ont eu des enfants et voilà quoi. Parce qu'ils ont un bon suivi médical, ce qui n'existe pas chez nous au pays. Une bonne alimentation, qui suivent les 10 règles d'or de la vie d'un drépanocytaire. Donc il y a 10 règles d'or à respecter. Et voilà, si vous vivez correctement votre vie, ben, vous avez la chance voilà,
de même avoir des rêves, de les réaliser, de les concrétiser. Donc voilà, c'est pas une fatalité ici en Europe, quoi. Si on devrait répartir votre vie en 3 étapes, Oui. l'enfance, l'adolescence et l'âge adulte, Oui. quelle a été l'étape la plus difficile à vivre pour vous? Et pourquoi, si vous pouvez nous dire? Bon, dans l'enfance, l'étape la plus difficile, en fait, c'est vraiment quand la maladie s'est manifestée. Je devais avoir dans les 3 ans. Et elle a failli m'emporter, hein, la maladie, la drépanocytose, parce que, en fait, quand la maladie se développe, elle peut se développer pendant l'enfance, en tout cas, elle peut se développer à l'âge adulte, pour certaines personnes, par exemple, à l'accouchement ou quoi. Il y a même un footballeur, d'ailleurs, c'était en plein match de football en France. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de cette histoire. Moi, maintenant, c'est à 3 ans qu'elle s'est manifestée. Donc, j'avais des gonflements dans tout le corps. Hein. Donc, j'étais vraiment un bébé gonflé, là, avec des abcès partout. C'était au Congo, donc, à l'époque, il n'y avait pas vraiment les traitements adéquats. Et je suis tombée donc gravement malade. À un point que voilà, je suis restée pendant 7 jours dans un quasi-coma, quoi. Donc je ne bougeais pas, on pouvait me porter le matin, m'installer sur une chaise. Je restais comme ça toute la journée, sans bouger. On m'alimentait avec de la bouillie, hein, très vitaminée et tout. Et c'est au bout de 7 jours, le 7e jour, que j'ai pu me lever et commencer à jouer. Donc je suis passée vraiment de près à y rester, quoi. Et bien sûr, toute ma famille s'est mobilisée autour de moi. C'était vraiment l'époque la plus difficile. Et ça, j'en ai encore des souvenirs. Maintenant, bon, dans l'âge d'adolescence, j'ai passé mon enfance donc en Belgique. C'était les meilleures années de ma vie et tout. Mais à 16 ans, on a dû retourner au Congo. Et c'est là où, franchement, tous mes malheurs ont commencé. Parce qu'on a perdu un petit frère qui était aussi drépanocytaire. Donc de nous 3, on était 2 drépanocytaires. Et mon petit frère, celui qui vient après moi, il est mort à 19 ans. Tandis que moi, j'ai développé la quasi-totale de la maladie au Congo. Parce qu'on est rentré vraiment au mauvais moment où, en 90, c'était les premiers pillages. Et donc, on a vécu tout ça en live. Et donc, j'ai eu des plaies qui sont apparues à mes pieds, au niveau des chevilles. Donc imaginez pour une fille, aller à l'école avec des bandages aux pieds, parce que là-bas c'est l'uniforme, hein, un jupe bleue avec chemise blanche. Donc le regard des gens, c'était vraiment des regards de pitié, parce que j'étais mal, hein, j'étais très mal. Et ça, bon, c'était dur à vivre. Franchement, j'ai pas pu profiter de la belle vie que les autres auraient pu voilà, vivre pendant leur jeunesse, pendant leur enfance et tout. Et bon, ma prière, c'était vraiment de revenir en Belgique pour me faire soigner et vivre une vie vraiment digne d'une personne humaine, quoi. Parce que là-bas, c'était l'enfer pour moi, parce que voilà, il y avait cette maladie en permanence. Je faisais des crises tous les mois. J'ai dû aller à l'école, gérer avec tout ça, mais vous connaissez la vie en Afrique, elle est vraiment difficile. On fait tout manuellement, hein, à la main. Les climats aussi, tout jouait. Et donc c'était vraiment... Je n'ai pas eu de bon côté pendant tout ce temps-là. Bien sûr, il y avait la famille autour de moi, il y avait des cousins, des cousines qui essayaient de me rendre la vie un peu plus agréable, mais c'était vraiment difficile de vivre avec cette maladie là-bas. Sur le campus d'ailleurs, il y a des gens, le regard des gens surtout, hein, on vous minimise. Même si vous faites tout pour cacher, pour rester la tête haute, parce que moi c'est ce qui me sauvait, je gardais la tête haute. Et surtout le fait que je suis venue en Europe et que voilà, j'avais quand même, je me démarquais du reste de la population par mon franc-parler, par mon style de vie. Bah, c'est ça qui gardait un peu... qui me protégeait des autres. Quoi. Oui. Mais sinon, si n'eût été ça, n'eût été la volonté de vivre, j'ai dû vraiment me battre. Et j'ai payé de ma santé, j'ai payé de beaucoup, mais voilà, je suis arrivée et en 2009, donc j'ai pu revenir en Belgique contre toute attente, parce que même ma famille ne s'attendait pas à ce que, voilà, quand mon petit frère est passé, tous les regards étaient tournés vers moi, quoi.
Je disais que voilà, c'est fini, moi aussi je vais y aller. On va bientôt la perdre. Oui. Aussi, oui. Mais bon, j'ai terminé mes études et voilà, c'était quand même un espoir. Et puis bon, j'ai pu revenir en 2009. Donc c'était vraiment un miracle, quoi, en quelque sorte. Et maintenant, bon, dans l'âge adulte, je suis arrivée ici. Je me disais, bon, ouf, je vais pouvoir souffler et tout. Mais j'arrive en Belgique, c'est un pays de droit. Je me disais, bon, tout va aller vers. Je vais m'installer, je vais trouver un compagnon, je vais fonder une famille. Mais bon, j'arrive, d'abord, je me fais très bien soigner, ça, vraiment, il n'y a rien à dire. Hein. Parce que le traitement, les soins ici, il n'y a rien à dire. C'est pas comparable à ce qu'il y a là-bas en Afrique. Maintenant, c'est le côté administratif qui fait défaut. Parce qu'au bout de 9 mois, on m'a donné une réponse négative par rapport à ma demande de régularisation, avec l'ordre de quitter le territoire. Et là, c'était vraiment un choc pour moi. Je me disais, mais comment, quoi? Avec tout ce que j'ai, le poids de mon dossier médical et tout. Et il me donne l'ordre de quitter le territoire. Mais j'étais vraiment, voilà, ça m'avait complètement cassée. J'étais désespérée. C'était aussi la peur. Je me disais, qu'est-ce qui va devenir de moi? Je me suis tellement battue et tout pour en arriver là. Et maintenant, on me dit de partir. Non, c'était trop, hein, c'était trop pour moi. Vraiment, j'ai failli tomber en dépression. Mais bon, les gens m'ont dit que non, il faut tenir bon. D'autant plus qu'on m'avait donné le numéro national de mon enfance quand j'ai passé les 10 ans ici en Belgique. Donc, bon, on a continué avec l'avocat que j'ai eu. Et on a introduit des recours, mais ça s'est reproduit plusieurs fois. Et ça, c'est vraiment épuisant. C'est pas reposant du tout pour une personne d'abord qui se bat déjà pour sa santé. Devoir se battre encore pour l'administration, devoir se battre pour... voilà, parce que quand on vous donne un ordre, une réponse négative et l'ordre de quitter le territoire, il y a tout qui est coupé, quoi. Vous n'avez plus d'aide de l'État. Il y a plein de trucs à payer, les factures, le loyer et tout ça. Donc, c'est beaucoup de calculs, surtout que, voilà, je suis seule ici en Belgique, toute ma famille reste au Congo, quoi. Et voilà, c'est des choses comme ça qui m'ont vraiment cassée. Et c'est des stress, franchement, dont on n'a pas besoin quand on est déjà malade. Ça ajoute encore beaucoup de poids et vous retombez comme ça sans cesse en crise, à l'hôpital. Donc, je fais beaucoup de séjours à l'hôpital dû au stress. Le stress, oui. Chaque fois, je pouvais remonter la pente et tout. Je me disais, ah, ça va mieux, je souffle un peu. Mais voilà, il y a un problème administratif, oui, ça me casse et là, je retombe directement. Et puis, voilà, ça touchait aussi mon côté relationnel. Hein, parce que, bon, voilà, ici, en Belgique, tout le monde doit travailler avec la crise. C'est difficile de rencontrer quelqu'un qui va venir comme ça, rester avec vous. Vous n'avez aucune situation, vous n'avez pas de papier, vous n'avez pas de boulot. Parce qu'il faut combiner, les deux personnes dans le couple doivent mettre du sien pour fonder quelque chose. Moi, bon, voilà, et je n'ai rien à donner, à offrir. Il y a des gens qui j'ai essayé 2-3 fois de mettre avec quelqu'un, mais chaque fois ça ne donnait pas. Et voilà, j'ai dû au final rester toute seule pour d'abord essayer de gérer ma propre situation. Et heureusement que l'associatif quand même m'a tendu la main. Et là, je me suis vraiment lancée dedans à bras le corps parce que c'est une façon pour moi, voilà, de me rendre utile et aussi d'essayer d'aider les gens qui sont dans la même situation que moi. Oui. Tout à l'heure, vous avez parlé de 10 règles d'or à respecter. Oui. Donc, ça veut dire qu'il y a des interdits par rapport à la drépanocytose. Quels sont ces interdits? Oui, en fait, les interdits, on peut dire que la personne drépanocytaire, elle est déjà fragilisée. Elle est fragilisée, par exemple, pour faire des choses trop lourdes, trop épuisantes, des efforts physiques. Ça, vraiment, il n'y a pas moyen. Donc, on doit vraiment, genre, le sport ou des choses comme ça, ça ne nous est pas vraiment permis. Monter en altitude, genre, voilà, faire des montées ou bien aller sauter en parachute ou quoi, des trucs comme ça. C'est pas possible. Que même moi-même, je ne ferai pas. Oui. Et mais bon, les 10 règles d'or, c'est vraiment, je ne peux pas tous vous les citer, mais au moins avoir un bon suivi médical, boire beaucoup d'eau, bien s'alimenter,
Ne pas rester dans un milieu trop chaud, ni trop froid. Ne pas monter en altitude. Et voilà, ne pas dépasser ses limites, quoi. Donc, les efforts physiques, tout ça. Donc, il faut vraiment respecter une bonne hygiène de vie pour vraiment avoir une vie en longévité, quoi. Se donner toutes les chances de vivre normalement et plus longtemps. Maintenant, bon, il y en a aussi qui s'avancent à aller fumer, boire, tout ça, l'alcool, c'est pas compatible non plus avec la santé, quoi. Donc, c'est un peu ça. Alors, il y a sûrement par rapport à vos interdits, vous avez eu des médecins ou vos parents qui vous interdisaient certaines choses, mais sûrement que dans ces choses, dans ces interdits, vous avez pu faire quelques efforts pour pouvoir faire ce qui était interdit et vous avez peut-être réussi. Oui. Comme quoi, par exemple, si vous en avez... par exemple... là, je ne parle pas seulement de moi, mais d'autres personnes. Par exemple, pour accoucher, hein, donc porter une grossesse, il y a beaucoup de gens, même les médecins, qui sont contre, quoi. Ils vont vous dissuader de tomber enceinte. Mais si vous tenez vraiment à le faire, mais alors il faut avoir un bon suivi médical. Il y a des drépanocytaires qui tombent enceintes, hein, qui ont même des jumeaux et tout. Mais alors, il faut bien être suivi, donc un suivi médical vraiment au jour le jour et tout va se passer bien, correctement, quoi. Bien sûr, bon, au moment de l'accouchement, peut-être, vous devrez être assisté, il y aura une transfusion qui va se passer en même temps pour ne pas tomber dans une hémorragie ou des choses comme ça. Mais il y a des drépanocytaires qui ont accouché normalement, hein, par voie basse aussi, hein, pas nécessairement par césarienne ou quoi. Donc ça s'est très bien passé. Mais moi, je me dis que du moment où, quand les crises arrivent, c'est 10 fois les douleurs de l'accouchement. Je ne pense pas qu'à l'accouchement, le drépanocytaire, il a hyper mal ou quoi. Mais voilà, donc la grossesse, c'est déjà quelque chose que les gens ne préconisent pas beaucoup autour de nous. Il y a le sport. Bon, il y a beaucoup de parents. Vous avez parlé tout à l'heure d'un footballeur. Oui, il y a un footballeur. En fait, lui, il ne savait pas. Il ne savait pas qu'il était drépanocytaire. Donc, je pense que jusqu'à son âge adulte, il n'avait pas connu de symptômes ou quoi que ce soit. Et la crise s'est déclenchée en plein match de football. Ça s'est passé en France, d'ailleurs, c'est passé à la télévision. Donc, il est tombé en plein match. Et puis après, les communiqués ont dit que voilà, en fait, il était drépanocytaire et que c'était une crise qu'il avait eue. Maintenant, bon, il y a beaucoup de parents qui surprotègent leur enfant, ils écrivent des mots pour que l'enfant ne fasse pas ci, l'enfant ne fasse pas ça. Qui n'aille pas au sport, qui n'aille pas à la natation. Qui n'aille pas à la natation, mais bon, la natation, c'est pas vraiment interdit, mais il faut pas que l'eau soit trop froide ou bien aller rester trop longtemps dans l'eau, des choses comme ça. Mais moi, par contre, mon père, il n'a jamais voulu me considérer comme malade. Donc, pour lui, je n'avais pas de restrictions. Il ne m'écrivait jamais de mots genre non, ma fille ne peut pas aller à la piscine ou quoi. Pour lui, il nous élevait comme tout enfant. Bon, bien sûr, plusieurs fois, il était question qu'on me transfuse, hein. Mais il avait toujours fait de sorte qu'on ne me transfuse pas. En fait, il disait au médecin que non, je vais ramener mes enfants à la maison, je vais les mettre sous régime. Mais un régime hyper protéiné. Et une semaine après, tout revenait dans l'ordre. Donc, beaucoup de fois, comme ça, il nous a évité vraiment, à moi, la transfusion. Et c'est un peu ça. Donc, il n'y a pas vraiment de C'était une façon pour lui de ne pas vous fragiliser par rapport à votre maladie. Parce qu'il y a beaucoup de parents surtout les mamans, parce qu'il arrive souvent que c'est les mamans qui restent avec les enfants, le père ayant renié sa responsabilité d'avoir un enfant malade ou quoi que ce soit. Donc c'est les mères qui, devant son enfant qui est tout le temps en crise, qui a mal, qui se tord de douleur, elle surprotège son gosse, elle ne veut pas que son enfant fasse le moindre effort, elle ne veut pas que son enfant sorte, elle ne veut pas que son enfant, par exemple, aille jouer dans la rue. Quand on était petits, c'était vraiment comme ça, en fait, avec mes petits frères. On était super protégés, donc super surveillés, même quand on nous donnait la permission d'aller jouer dans la rue, que les autres faisaient des jeux, sauter, machin. Nous, non. Hein. Et on avait toujours une tante qui était là pour surveiller qu'on ne s'épuise pas, qu'on ne se fatigue pas. Et puis, bon, porter des habits trop serrants, là, par exemple, mettre un élastique au poignet.
bah, tout ce qui peut empêcher la bonne circulation du sang, oui, tout ça. Donc, oui. c'est vraiment à éviter. Et bon, sinon, à part ça, bon, moi je pense que en fait, les enfants, il ne faut pas trop les surprotéger. Parce qu'un enfant, il va être frustré à la longue. Il va se dire qu'on lui interdit beaucoup de choses. Et puis bon, le jour où il sera livré à lui-même, là, comment il va se débrouiller? Voilà, comment est-ce qu'il va... On a eu une amie comme ça, hein, sa mère l'a tellement surprotégée que sa mère est décédée à un moment, là, bon, elle savait même pas aller... Elle s'est perdue au coin de sa rue. Donc, tellement qu'elle ne faisait jamais rien, on l'accompagnait en voiture, on allait la rechercher et tout ça. Donc, à la mort de sa mère, elle s'est retrouvée complètement perdue. Hein. Donc, il faut quand même laisser l'enfant découvrir le monde et tout, bien sûr. Lui expliquer les limites et lui expliquer voilà, qu'il doit prendre conscience de son état. Et voilà, donc je pense que c'est comme ça qu'on pourra aider vraiment un enfant drépanocytaire à s'épanouir et à vivre une vie correcte et normale. D'accord. L'association collective drépanocytose, vous êtes la présidente de cette association. Dites-nous comment est-ce que vous est venue cette idée, comment est-ce que vous avez fait pour créer votre association? Oui. Mais, en fait, au départ, on était dans une première association, mais bon, nos idées ne répondaient pas vraiment à ce que nous, on avait en tête. Donc, on a fondé une deuxième association, qui était une association de patients, au sein de laquelle j'étais vice-présidente. Mais là aussi, bon, je ne me retrouvais pas vraiment. Parce que, bon, je me dis, quelque part, les autres n'ont pas de séquelles physiques. Donc, quand on n'a pas de séquelles physiques, on peut facilement se confondre avec le commun des mortels et tout. Tandis que quand on a des séquelles physiques, c'est quelque chose un moteur qui me motive à me battre plus, à donner plus de moi. Et vraiment, par mon message, par mon témoignage, essayer voilà, d'éviter à d'autres personnes de vivre la même chose que ce que j'ai vécu. Et alors, bon, derrière moi, il y avait 2-3 personnes qui m'ont vraiment encouragée, ayant vu mon bagage intellectuel, ayant vu voilà, ma capacité de pouvoir m'exprimer devant les gens, de pouvoir prendre des initiatives, qui m'ont dit, ben non, tu fais un truc, on sera derrière toi, quoi. Tu as quand même les capacités requises et tout. Et donc, c'est comme ça qu'il y a une année, nous nous sommes lancés avec 2-3 amis. Et on a fondé donc le collectif Drépanocytose. Et donc, nous, c'est vraiment la sensibilisation et l'information. Mais alors, j'ai aussi, à côté de ça, j'ai un hobby, je fais des cartes et des tableaux. Donc, je suis artiste, oui, créatrice. Oui. Et donc, ça aussi, ça m'a ouvert beaucoup de portes. Genre, j'ai commencé à exposer. Ça fait à peine 1 an et demi que je fais ça. J'ai commencé à exposer dans certains événements, genre le BAM, le Bruxelles African Market. Et alors, on s'est dit, ben, on va combiner les expos avec la sensibilisation. Profiter de ces expositions pour profiter. Oui, avec la sensibilisation. Et c'est comme ça que, ben, voilà, de fil en aiguille, on a commencé à être invités à gauche et à droite. Et bon, ça a pris de l'ampleur, quoi. On a commencé à se faire connaître aussi. Et de fil en aiguille, avec les contacts et tout ça, les nouveaux contacts, on a pu entrer à gauche et à droite. D'ailleurs, au mois de mars, on a fait 4 jours au salon Creativa, qui s'est tenu au Ezel, à Bruxelles Expo. Et c'était vraiment une première pour nous et une super expérience qui nous a permis voilà, d'entrer voilà, dans un milieu, parce qu'on était 2 exposants africains à peine à exposer dans ce salon. Et donc voilà, c'est une porte d'entrée pour notre association. Et de fil en aiguille, bon, dernièrement, on a eu un numéro d'entreprise, hein, donc on est officiellement moniteur belge. Donc c'est comme ça qu'on s'est dit, bon, même si on n'a pas vraiment eu le temps de préparer quelque chose de grand, mais en préparation du 19 juin, qui est la journée mondiale de la drépanocytose, on voudrait quand même voilà, mettre aussi notre piquet, notre présence, marquer quand même cette journée-là. Et vraiment officialiser la sortie de notre association, quoi, dans les activités. Collectif Drépanocytose, oui. C'est ça. Les objectifs, oui. Quels sont vos objectifs, les objectifs de votre association? En fait, nos objectifs, c'est la sensibilisation et l'information.
Donc, on voudrait sensibiliser les gens. Vous pensez que les gens ne sont pas assez informés oui. par rapport à la maladie? Franchement, partout où on a été, où on a tenu des stands, que ce soit du côté européen, africain, franchement, personne n'avait jamais entendu parler de cette maladie. Il y a encore trop de méconnaissances autour de cette maladie. Et pour nous, c'était vraiment impossible, quoi. Comment, on se demande quelque part, les associations qui sont là, qui ont été là avant, comment ça se fait, qu'est-ce qu'elles ont fait? Parce que partout, franchement, on a récolté des témoignages, des masses des témoignages et tout, des gens qui n'avaient jamais, mais alors jamais entendu parler de cette maladie. Et que même dans les milieux africains, les jeunes générations, même des personnes adultes, hein, donc n'avaient jamais vraiment entendu parler de cette maladie. Et donc, pour nous, c'était important de sensibiliser et d'informer les gens à cette maladie, quoi. Pour que les gens sachent que voilà, la drépanocytose est là et qu'elle est en train de gagner du terrain, justement, dans le silence et l'ignorance. De plus en plus, parce que, par exemple, en Belgique, c'était une naissance sur 2000. Maintenant, c'est passé à 2 naissances sur 2000. Donc, avec le brassage des cultures, la mixité, elle est en train de gagner du terrain. On a fait une sortie avec les enfants de l'hôpital Reine Fabiola, une sortie à Paris d'Alsa. Il y avait 45 enfants drépanocytaires. Et dans ce groupe, il y avait 2 enfants blancs, donc européens, aux yeux bleus, avec la drépanocytose. Donc, pour dire Ils se sont fait dépister ce jour-là et qu'ils l'ont su là? En fait, ils sont suivis là-bas, à l'hôpital des enfants, à Reine Fabiola. Il y a des spécialistes de la drépanocytose là-bas. Oui. Et donc, dans le groupe, hein, c'était une sortie de groupe qui était organisée par l'hôpital Brugman. Et ils organisent ça, je pense, chaque année, une sortie avec les enfants. Mais nous, on faisait partie des accompagnateurs. Et parmi les 45 enfants, il y avait aussi des enfants blancs. Bon, pour dire que, voilà, elle est là, elle touche tout le monde. Hein. Il ne faut pas se dire que non, parce que voilà, on est blanc, ou bien parce qu'on va se mettre en couple avec un blanc, qu'on n'aurait pas de risque. Ce genre de problème. Ouais, de problème. Voilà. Oui. Quelles sont vos attentes? Notre attente, franchement, ce serait de briser les tabous. On veut vraiment briser les tabous. Il y a encore trop de tabous autour de cette maladie. Les gens ne veulent pas parler. Les gens ne veulent pas revendiquer. Et ça, je trouve que voilà, c'est dommage parce que nous sommes dans un pays de droit. Il n'y a pas encore de remède pour cette maladie, à part la greffe de la moelle osseuse. Mais cette greffe encore, elle coûte trop cher et puis il y a beaucoup de conditions pour que cette greffe soit pratiquée sur une personne. Mais si aujourd'hui les gens se lèvent pour revendiquer le droit à la santé, parce que la santé c'est un droit, si les gens pouvaient se lever, si les gens pouvaient se mobiliser, je pense que les scientifiques aussi seraient motivés à ce que les recherches avancent et qu'on puisse enfin trouver un remède qui soulagerait et les patients et leurs familles. Parce qu'il n'y a pas que le patient qui souffre dans tout ça, il y a aussi sa famille, son entourage. Donc voilà, moi je me dis, la mobilisation et tout, c'est ce qui est le plus important. Aujourd'hui, on a trouvé des remèdes pour le cancer, c'est parce que des gens se sont levés. Aujourd'hui, les gens font des marathons, ils organisent un tas de choses pour récolter des fonds, pour faire, avancer la recherche. Mais pourquoi pas pour la drépanocytose? Vraiment, nous, c'est briser ce tabou-là et faire connaître la drépanocytose. Vous avez dit que les gens se taisent. Ça veut dire que ce sont les drépanocytaires qui se taisent ou c'est les gens vers qui vous allez qui ne veulent pas en parler? Mais en fait, c'est un peu tout le monde. Il peut s'agir des drépanocytaires eux-mêmes qui, par peur d'être stigmatisés, d'être rejetés, ne veulent pas parler de leur maladie. Ils se disent, peut-être les gens porteront un regard négatif ou bien de pitié sur leur cas. Il y en a même comme ça qui ont décidé de ne même plus se mettre en couple parce qu'ils ne veulent pas faire subir leur souffrance à une X personne. Et aussi, il y a des parents. Il y a des parents, quand ils ont un enfant drépanocytaire, peut-être par rapport au regard des autres, qui voient leur enfant tous les jours à l'hôpital, surtout dans le milieu africain, là, il y a beaucoup encore la coutume, donc les gens parlent un peu trop, il y a trop de ragots. Et donc les parents, il y a certains parents qui se renferment avec leur enfant et qui ne veulent pas parler. Ils préfèrent cacher leur enfant, cacher leurs problèmes, les gérer seuls à la maison.
Et ça, on en connaît beaucoup. Donc, c'est justement ce silence-là que nous, on voudrait briser. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont le sida, qui en parlent ouvertement. Aujourd'hui, on parle de beaucoup de thèmes qui sont vraiment des thèmes banals aujourd'hui. Le mariage, les homosexuels, je ne sais pas moi, tout le monde est en train de revendiquer et tout. Mais pourquoi pas la maladie? Surtout que personne ne demande de naître malade, surtout la drépanocytose, on ne la demande pas. Donc, d'où une raison encore pour justement que les gens se mobilisent et parlent. Qu'on s'unisse vraiment pour parler et revendiquer qu'il y ait un remède enfin trouvé pour cette maladie. Moi, je trouve dommage que, voilà, il y a encore trop de silence autour de cette maladie. Il y a même des parents comme ça, médecins. En fait, ils se condamnent eux-mêmes de ne pas avoir pris les précautions. Donc, il y a des parents médecins qui se retrouvent avec un enfant drépanocytaire entre les mains. Donc, ce parent, là, médecin, il ne va pas aller dire aux gens que voilà, j'ai un enfant malade. Parce que, justement, c'est la première personne, oui, voilà, qui aurait dû prendre des précautions pour ne pas avoir un enfant malade. Mais voilà, il l'a fait et voilà, ce sera le silence pour un parent pareil. Il ne voudra jamais dire, même à son entourage, il y a comme ça des parents, même à leurs frères, sœurs et tout, ils ont caché qu'ils avaient un enfant malade. Par manque par peur de représailles, par peur du regard de l'autre, du jugement de la société. Et ça, nous trouvons ça vraiment dommage, quoi. Surtout ici dans un pays de droit, parce qu'on aurait été en Afrique d'ailleurs encore, on se serait dit oui, la coutume et tout ça nous pousse à ne pas trop parler de nos problèmes ou à ne pas parler carrément de problèmes parce qu'on appelle le malheur quand on parle du malheur. Oui. Mais ici, en Europe, quand même, on a franchi la barrière des tabous, on a franchi la barrière. Il y a beaucoup de choses qu'on peut revendiquer parce que c'est un droit. Il y a des droits. Il y a le droit de l'homme, il y a le droit voilà, des enfants, il y a le droit à être en bonne santé. Le droit est là et c'est mis pour que les hommes puissent en faire usage. Mais ça, il faut encore l'ancrer dans la tête des gens. C'est vraiment un grand travail d'éducation, de sensibilisation qu'on voudrait faire à ce niveau-là. Il y a encore beaucoup à faire. Est-ce que nous pouvons revenir sur votre titre de séjour par rapport à vos problèmes administratifs? Oui. Où vous en êtes? Eh bien, en ce moment, c'est la 3e fois qu'on m'a donné une réponse négative. Donc, 3 fois, on m'a donné la carte orange et 3 fois, on me l'a reprise avec une réponse négative, donc un rejet de ma demande avec l'ordre de quitter le territoire. Et donc, c'est 3 fois qu'on est en train d'introduire un recours auprès du Conseil du contentieux des étrangers. Et donc là, on attend, mais ça prend vraiment, mais alors vraiment du temps, quoi. Parce que je suis là depuis 2009. Vous faites des recours par rapport à votre dossier médical? Toujours. Donc, en fait, on introduit le dossier pour demande de régularisation 9 terres. Donc, c'est une demande de régularisation humanitaire sur base médicale, sur raison médicale, quoi. Donc, cette demande est introduite par un avocat auprès de l'Office des étrangers. Et l'Office des étrangers, normalement, est censé statuer et puis donner une réponse. Bon, au bout de 3, 6, voire 9 mois, ils m'ont donné une carte orange. Donc, cette carte orange, c'était un titre de séjour, mais provisoire. Et c'était renouvelable 3 fois, tous les 3 mois. Mais il s'est fait que chaque fois qu'elle était arrivée au 3e renouvellement, on me donnait un rejet par rapport à cette demande de régularisation, avec l'ordre de quitter le territoire. Et alors, on a 30 jours pour introduire un recours, donc pour que cette décision soit annulée et que l'Office étranger reprenne une autre décision. Mais quels sont leurs motifs quand ils vous donnent un ordre de quitter? Ben, en fait, puisque votre dossier médical, c'est un dossier en béton. C'est un dossier en béton que les médecins qui m'ont suivi ici depuis que je suis là ont constitué. Ils ont fait des attestations. Que les médecins qui m'ont suivi au niveau de l'Afrique ont attesté qu'il n'y avait pas de prise en charge médicale adéquate là-bas au pays. Mais à l'Office des étrangers, il y a un médecin généraliste, enfin des médecins généralistes qui sont des fonctionnaires de l'Office des étrangers, qui statuent et donnent le dernier mot. Mais ce ne sont que des généralistes? Ce sont des généralistes, même pas des spécialistes. Et ce sont ces médecins-là, ce médecin-là qui a fait un contre-rapport disant que
il y avait des prises en charge médicales dans notre pays d'origine et qu'on pouvait retourner dans notre pays. Et je ne suis pas la seule. On est une minorité à arriver ici pour se sauver la vie, mais on arrive ici et presque beaucoup de personnes que je connais, qui sont dans mon cas, eh ben, c'est la même décision. Donc une décision négative de la part du médecin de l'Office étranger qui a tranché qu'il y avait une prise en charge médicale au Congo, qu'il y avait des médicaments parallèles en fait là-bas au Congo et qu'on pouvait retourner dans notre pays. Et ça, vraiment, il a été puisé sur Internet. Voilà, c'est la question que j'allais vous poser. Quand il dit ça, c'est qu'il a des preuves qu'il a été sur place, il a déjà été soigné au Congo. Non, ou pas du tout. Il a été puisé des preuves sur Internet parce qu'il met des sites qu'il a pris sur Internet pour alimenter ses preuves, on refus. Sait tous que Internet, c'est pas toujours fiable. Dans Internet, il y a de tout et du n'importe quoi. Ouais. D'ailleurs, certains sites, certaines associations, soi-disant, qui prennent en charge cette maladie, ben, c'était une de nos associations dans lesquelles on était. Les petites associations qui distribuent un peu d'arachides, de biscuits et tout. C'est des associations pareilles que ce médecin cite dans sa réponse, qu'il formule dans sa réponse pour donner un refus, donc un contre-rapport pour que les gens voilà, ne reçoivent pas le titre de séjour ici. Mais ces décisions, elles sont prises arbitrairement, quoi. Elles sont prises arbitrairement et c'est comme ça qu'on condamne les gens. D'ailleurs, il y a une personne qui est décédée, il y a une drépanocytaire qu'on a refoulée comme ça. Donc on l'a mis dans un centre fermé, elle n'avait pas de traitement. Elle a eu une crise, mais malgré tout ça, on l'a mis dans l'avion. Elle est partie, elle est décédée dans l'avion, qui devait la ramener dans son pays. Ils en ont eu connaissance? Tout ça, il y a connaissance, il y a même des preuves de médecins, justement, de l'Office étranger, qui avaient justement démissionné. Parce que pour eux, c'était inconcevable de donner une réponse négative à une personne qui en avait vraiment besoin. Et on a des preuves comme ça, il y a des audits qui ont été lancés contre l'Office étranger. Il y a l'Ordre des médecins qui a interpellé plusieurs médecins. Mais malgré ça, l'Office étranger continue à prendre des décisions discriminatoires par rapport au traitement des dossiers, par rapport aux dossiers des drépanocytaires. Et ça, c'est vraiment c'est inconcevable parce que on vient d'abord pour se sauver, pour sauver nos vies, avec un bagage médical très lourd. Et voilà, on arrive dans un pays de droit, mais les droits en question ne sont pas respectés. Parce que, voilà, l'article 9 ter stipule que une personne telle que, voilà, il n'y a pas de prise en charge adéquate, de prise en charge médicale adéquate dans son pays d'origine et qui est soumis à des traitements inhumains, a le droit d'avoir un titre de séjour ici. Mais il bafoue ça parce que, voilà, moi j'ai vécu en Afrique. Ceux que les drépanocytaires vivent là-bas, mais c'est affreux. Quand on vous qualifie déjà de moribond, quand dans la rue on vous regarde comme si vous n'étiez pas viable, comme vous n'étiez qu'un incapable, et qu'il y a des parents qui délaissent leur enfant, les abandonnent à la mort comme ça, parce que voilà, il est impossible qu'ils soignent cet enfant, parce que voilà, eux-mêmes ne reçoivent pas assez pour leur ménage, pour la survie d'un ménage. Il y a 80% de la population qui vit en dessous du seuil de pauvreté en Afrique, tout le monde le sait. Tout le monde connaît la crise économique qui frappe le Congo. Et quand il y a des enfants qui sont qualifiés d'enfants sorciers, parce qu'ils sapent le budget de toute la famille, ils ont des crises chaque fois que le papa est payé, alors l'enfant d'office il est qualifié d'enfant sorcier. Et il est délaissé, rejeté par la famille. Comment vous voulez qu'une personne pareille vive humainement? C'est déjà un traitement dégradant, c'est déjà quelque chose d'inhumain pour une personne vivante. Moi, il m'est arrivé vraiment à un moment d'être tellement à bout que voilà, j'ai voulu en finir avec la vie. Je me disais, mais pourquoi je dois souffrir comme ça? Pourquoi je dois continuer à vivre avec cette maladie qui me pourrit la vie? J'ai voulu en finir, j'avais je pense 25 ou 26 ans. Je me suis fait une taille à la main parce que je voulais vraiment partir. J'étais fatiguée, j'étais à bout. Du regard de la société, du regard même de ma propre famille, on n'a pas de considération. Vous connaissez les Africains, comment ils jugent facilement la maladie et tout. Donc pour eux, voilà, c'était tout le temps un perpétuel combat contre les regards des gens, contre les jugements des gens.
à l'école, même sur le campus, sur l'université, c'était mais pourquoi elle s'acharne, elle a qu'à rester à attendre la mort à la maison. C'était l'école, la première école que j'ai fréquentée. C'était une grande école de la capitale. Hein. Et ma voisine de classe, en fait, elle m'a vue avec un bandage au pied, hein, parce que j'avais déjà un ulcère qui était à mon pied gauche. Et elle me dit, tu sais quoi, tu peux faire tous les péchés que tu veux, en fait, Dieu ne va pas te juger parce que tu vas mourir avant. Et j'avais 16 ans. Hein. Je dis, mais qu'est-ce que tu racontes? Je dis, ouais, on avait un enfant comme toi et tout. Les enfants comme toi, ça ne vit pas longtemps et tout. Donc tu peux faire tout ce que tu veux là, tu peux faire tous tes péchés. Donc profites-en vraiment parce que là, tu vas mourir avant. Mais comment tu peux me parler comme ça? Je te connais pas. Et là, ça n'a fait que te déprimer encore plus? Non, pas du tout. Parce que ça vous a choqué? Même pas. Moi, bon, de nature, je ne suis pas quelqu'un qui me laisse aller comme ça à flancher sur on a dit ou quelque chose comme ça. Je lui ai juste dit de se déplacer, quoi, d'aller chercher une place ailleurs. Je dis, mais je te connais pas, tu me connais pas, tu me sors des choses pareilles et tout. Mais c'était pas la première personne à me sortir des phrases pareilles. Donc pour te dire, j'ai eu à rencontrer des gens comme ça plusieurs fois. Mais à la longue, je voulais même plus écouter. Je m'étais vraiment façonné un mur pour justement me protéger des on-dit. Oui. Mon propre père ne m'avait pas condamné comme ça ouvertement, ma famille ne m'avait pas ouvertement dit que voilà, j'allais mourir ou quoi, et Y personne vient me dire que voilà, il vient me prédire mon avenir, mais c'est quoi cette histoire? Mais aujourd'hui, j'ai plus de 40 ans. Voilà. Donc, elle a tort aujourd'hui. Oui, elle a complètement tort, et tous ces gens qui ont pensé aussi la même chose, voilà, aujourd'hui, je leur dis, ben voilà, quoi, vos idées, vos on-dit là, voilà, où est-ce qu'elles sont maintenant. Parce que justement, je n'ai pas voulu me laisser aller au désespoir. Franchement, je me suis vraiment accrochée. J'ai eu des gens qui m'ont boosté, qui étaient derrière moi, me disant que non, tu dois te battre, tu es quelqu'un voilà, qui a du potentiel, tu vas devenir une grande dame. Déjà, quand on a 2-3 personnes comme ça qui vous motivent, qui vous boostent, ben, ça vous donne la force de vous battre et voilà, on peut y arriver à tout quoi, avec de la volonté, la foi et être soutenu par voilà, 2-3 personnes déjà. C'est super bien quoi, pour quelqu'un qui est malade de surcroît. Parlons de votre événement. Il y a un événement ces jours-ci, d'ici le 19, n'est-ce pas? Comment est-ce que ça va se dérouler? En fait, bon, le 19 juin donc, a été décrété depuis 2009 par l'OMS comme la journée mondiale de la drépanocytose. Donc on a pris des contacts avec 5 hôpitaux. Donc il y a l'hôpital Saint-Pierre, l'hôpital Brugman, l'hôpital Reine Fabiola, donc l'hôpital des enfants, et l'hôpital Erasme et l'hôpital d'Ixelles, avec qui on a pris des contacts pour tenir un stand de sensibilisation. Donc on va tenir un stand pendant 2-3 jours dans chaque hôpital plutôt, et il y aura distribution de flyers. Donc on va distribuer des flyers de sensibilisation, de prévention, et on va parler avec les gens. Il y aura aussi des affichages un parcours avec les témoignages qu'on a récoltés. Des témoignages de personnes drépanocytaires, des témoignages de parents, des témoignages de compagnons, de conjoints de personnes drépanocytaires. Donc les gens auront le libre choix de pouvoir lire ces témoignages qui sont affichés. Bon, il y aura aussi, pour récolter des fonds pour notre association, on va vendre des petits objets artisanaux donc, qui seront là. Mais aussi, on voudrait récolter des médicaments. En fait, il y aura un appel pour que les gens puissent nous apporter des médicaments qu'on pourrait après envoyer au Congo, en Afrique. L'appel se fera sur place? Ben, tout ça, on va mettre au fur et à mesure sur notre groupe Facebook. Donc si vous allez sur notre Facebook Collectif Drépanocytose, on va mettre l'agenda, on va mettre tous les programmes. Chaque fois, il y aura un point où les gens pourront venir déposer des médicaments, des dons, ou tout ce qu'ils veulent. Quoi, et pour ceux qui n'ont pas Facebook, il n'y a pas une adresse email ou un numéro de téléphone où ils peuvent vous joindre? Si, il y a notre adresse email, en fait, c'est collectif-drépanocytose @gmail.com. Et on a aussi un site web, donc c'est collectif-drépanocytose.be. Et le numéro de téléphone, c'est le 0486 990
236. Il y a aussi un numéro LICA, c'est 0465 44 20 25. Donc à ces numéros-là, vous pouvez facilement nous contacter. Et il y aura aussi tous les infos sur un numéro de compte qui sera mis à disposition aussi des gens qui pourront nous aider financièrement parce que vraiment il y a beaucoup à faire. Par exemple, il y a un médicament qui diminue considérablement les crises drépanocytaires. Ça s'appelle Hydrea. L'Hydrea, là, ici, c'est complètement remboursé par la mutuelle. Mais en Afrique, une plaquette coûte 20 $. Donc, il y a même des gens qui ne connaissent pas d'ailleurs ce médicament. Des patients là-bas en Afrique. Vous savez qu'en Afrique, quand on va se faire soigner à l'hôpital, il faut tout emmener soi-même. Hein? Donc, on doit apporter les médicaments, les seringues, gants et même l'argent. Donc, sans argent, on ne vous regarde même pas. Donc, la personne, avant d'être soignée, elle doit d'abord débourser de l'argent. Et puis, en plus, bon, les gens, vu qu'il n'y a pas vraiment de traitement, ils vont à la dernière minute, vraiment en urgence. Ce qui fait que, par exemple, pour un drépanocytaire, quand vous allez à la dernière minute, c'est qu'il y a baisse de sang automatiquement. Donc, elle doit être transfusée. Maintenant, pour qu'elle bénéficie d'une poche de sang, il faut qu'elle emmène 2 donneurs pour acheter une poche de sang. Et des fois, il n'y a même pas de sang à la banque de sang du centre censé soigner les drépanocytaires. Donc, il y a vraiment un manque criant. Donc, il faut ramener son propre donneur. Oui, il faut ramener 2 donneurs qui vont donner du sang. Oui. Et vous pourrez acheter une poche. Une poche. Oui. Donc, il y a vraiment un manque total de tout. Il y a un manque total d'équipement, il y a un manque total de médicaments. Et sur le groupe, justement, il y a un jeune Congolais, il a fait un témoignage comme quoi tous les jours, il a des douleurs. Tous les jours, il doit recevoir des antidouleurs par injection. Et alors, quelqu'un avait réagi par rapport à ici. Je dis, mais tu n'as pas de traitement? Il a dit, j'ai pas de traitement. Je dis, mais tu prends pas tel médicament, l'Hydrea et tout? C'est quoi l'Hydrea? Donc, il sait même pas c'est quoi l'Hydrea. Ils connaissent pas. Ils connaissent pas. Il y a une autre maman camerounaise, elle m'a dit, son fils de 7 ans fait des crises tous les mois. On lui a demandé c'est quoi le traitement de son fils. Elle a dit de l'acide folique et de l'eau. Donc, pour vous dire qu'il n'y a rien, quoi. Donc, même puisque le Dafalgan et tout là, tous les médicaments que vous avez qui traînent, ou des gens qui peuvent nous mettre en contact avec des firmes pharmaceutiques qui pourraient voilà, nous faire des dons, des donations, des choses comme ça, ou travailler en partenariat avec nous, voilà, ils sont les bienvenus. On cherche vraiment des partenaires qui puissent nous aider vraiment à soulager le problème de ne fût-ce qu'un enfant quoi, là-bas en Afrique. On a une amie, normalement, on devait venir avec elle. Elle a ouvert une structure là-bas au Congo. Mais ça nécessite le parrainage. Donc, pour qu'un enfant puisse être parrainé, il faut juste 45 €. Donc, 45 €, ça peut parrainer un enfant qui reçoit un traitement pendant 1 an. Pendant 1 an? Oui. 45 €. 45 €. Parce que elle a réussi à avoir un partenariat avec 2 médecins belges qui descendent de temps en temps faire des consultations gratuites et qui surveillent de près la prise de médicaments qu'ils ont aussi apportés sur place. Mais tout ça, on a besoin que les gens nous appuient, que les gens nous aident, nous viennent en aide pour les médicaments, pour parrainer un enfant. Parce qu'il y a des fois, comme ça, devant le centre, des parents qui viennent abandonner leur enfant. Parce qu'ils ne savent pas prendre en charge cet enfant malade tous les mois et tout. Et donc, voilà, il y a beaucoup à faire. Donc, on sera dans chaque hôpital, il y aura collecte de médicaments. Et le 19 juin maintenant, la date fatidique, ça tombe un vendredi, on voudrait faire une mobilisation générale. Donc, on appelle vraiment que les gens viennent nombreux. On va donner un point au centre-ville où on devrait venir se rassembler. Donc, le 19 juin, vraiment, on a besoin de la mobilisation de tous pour vraiment voilà, se mobiliser, se rassembler et voilà, envoyer un message fort aux politiques, envoyer un message fort aux gens, faire connaître cette maladie. Donc ça, c'est vraiment l'appel pour le 19 juin. Mais tout le long du mois de juin, donc on sera dans les divers hôpitaux que je viens de citer. D'accord. C'est un peu ça. Ben, nous arrivons à la fin de notre émission, Mimi. Oui. Est-ce que vous avez un dernier mot, un dernier message de sensibilisation, oui, un petit mot pour qu'on puisse se séparer en beauté? Ben, ce que je voudrais dire, c'est vraiment mieux vaut prévenir que guérir. C'est pourquoi c'est nécessaire aux gens, que les gens qui veulent s'engager dans une union,
Ne le faites pas seulement par sentiment ou quoi. Allez d'abord vous faire dépister pour savoir si vous êtes susceptible d'être porteur de ce gène S, donc d'être porteur sain. Le dépistage, ça coûte rien du tout par rapport à ce que vous allez avoir quand vous aurez un enfant malade sur les bras. C'est à vie. Cet enfant, il va souffrir et vous allez souffrir aussi avec. Il y a beaucoup de couples comme ça, se retrouvant avec un enfant malade. Le père, il peut prendre la clé des champs, il va se mettre avec une autre femme. Ben, rebelote, parce que tu tombes sur une autre conjoint qui a aussi le même gène. Et voilà, tu refais des enfants drépanocytaires en chaîne comme ça, en cascade. Donc, le meilleur moyen, c'est la prévention. La prévention par le dépistage. Le dépistage, donc il faut faire l'électrophoreuse. C'est pas le groupe sanguin A, O, machin. Non, c'est l'électrophoreuse qu'il faut demander. C'est un examen juste donc d'une prise de sang et vous saurez, vous pouvez être déterminé, savoir si vous êtes porteur ou pas. Maintenant, il y a des dépistages ici en Belgique qui se font, c'est des dépistages prénatals. Donc au cas où vous êtes déjà enceinte et tout, il y a moyen de savoir si votre bébé est susceptible d'être très malade. Bon, je préconise pas ça, hein. Il y a moyen d'arrêter la grossesse ou quoi. Mais le meilleur moyen encore reste la prévention, donc le dépistage. C'est la solution avant même de se retrouver avec un enfant malade sur le bras. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Il y a des jeunes mamans aujourd'hui qui ont dit si je savais. On vous apporte l'information. Donc tenez-en compte, partagez autour de vous. Vous rejoignez notre combat. On est là sur Facebook. On a une adresse mail, nos contacts sont là. Donc rejoignez notre combat et vous serez informés de toutes nos activités et surtout soutenez-nous. Merci beaucoup Mimi d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous de m'avoir reçu et je remercie EDTV de m'avoir permis de faire passer ce message. Merci, nous avons été très contents de vous recevoir. Merci. Et pour vous, chers amis d'EDTV, je vous dis rendez-vous à la prochaine édition de Parole aux femmes. Au revoir et à bientôt.